Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23 h et vous suivez la dernière édition d'information sur RTI 1. On regarde les titres. Les rideaux sont retombés vendredi dernier sur la 4e réunion du comité conjoint de suivi des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les ministres Kandia Camara et Alpha Barry en charge des affaires étrangères des deux pays ont co-présidé la cérémonie de clôture de la rencontre. 7 enfants qui avaient pour habitude de jouer dans la lagune Ébrié ont été pris au piège de la marée dimanche dernier. Auprès des parents, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée apporter la compassion du gouvernement. C'était lors du rituel du 7e jour à Marcory, à Lyodan. Et puis dans le département d'Abengourou, 3 villages producteurs de cacao vivent le calvaire de la route. Les populations et les producteurs de Ingrakon, Yinikro et Amiens-Kwassikro appellent les autorités à doter leur localité de voirie afin de pouvoir écouler leur production. Merci de suivre RTI 1, la 4e réunion du comité de suivi et d'évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée vendredi dernier à Abidjan. Pendant 48 heures, les experts ivoiriens et burkinabés ont échangé sur des questions de sécurité, d'économie, sans oublier les infrastructures et les relations internationales. Les travaux ont été marqués par la signature du rapport conjoint des ministres Kandia Camara et Alpha Barry. On regarde le compte-rendu de Moussa Konaté. 4e réunion du comité de suivi et évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après 2 jours de travaux, les experts ivoiriens et burkinabés sont arrivés à des conclusions, au nombre desquelles: au regard de la persistance des attaques terroristes, les parties envisagent le renforcement des échanges d'informations et de renseignements entre les services compétents, la multiplication des rencontres de concertation entre les services de sécurité des frontières aux fins du traitement conjoint des problèmes, la multiplication des opérations antiterroristes conjointes aux frontières communes, le renforcement de la surveillance des zones protégées communes afin qu'elles ne servent pas de base ou de refuge aux terroristes. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro à Ouagadougou, les délégations ont souligné la nécessité pour les 2 gouvernements de poursuivre conjointement la recherche de financement en vue de mener à son terme ce projet essentiel pour les 2 pays. Des décisions et recommandations contenues dans un rapport signé par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Il ressort des conclusions de cette 4e réunion que d'énormes progrès ont été enregistrés dans de nombreux secteurs et des résultats appréciables ont été obtenus. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Ainsi, des recommandations pratiques ont été formulées pour guider nos actions futures afin de nous permettre de renforcer le niveau d'exécution des projets et programmes communs conclus dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Me paraît-il opportun de saisir cette occasion pour lancer un appel appuyé à tous les acteurs de notre coopération afin que nous puissions fédérer davantage nos efforts pour relever les défis résiduels. Cela est d'autant plus nécessaire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont liés par plus de 80 accords de coopération dont le taux de mise en œuvre reste encore assez faible. Les 2 délégations se disent également satisfaites des avancées dans la préparation de la 3e édition du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. L'événement se tiendra en marge de la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération prévue en juillet 2021 en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, dimanche dernier dans la commune de Marcory, dans le quartier d'Aliodan, 7 enfants dont l'âge varie entre 12 et 14 ans ont trouvé la mort lors d'une baignade dans la lagune Ébrié. Un drame qui émeut toute la population et en particulier le gouvernement ivoirien. Pour la cérémonie de 7e jour du décès de ces enfants, ces familles endeuillées ont reçu la visite de compassion de l'ensemble du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était à leur côté. Mamadou Kouassi. Ils sont 6, tous des rescapés de la noyade survenue le dimanche dernier à Marcory à Lyodan. 7 autres ont péri dans cette partie de baignade dans la lagune Ébrié. On est parti jouer ballon. On retourne, on est parti se rincer. Après, on est rentré dans l'eau là.
on n'est pas parti au loin, eux sont partis au loin. On est parti, il n'y avait rien. C'est retour là, lui est monté. Nous tous, en tas c'est noyé. C'est ça, c'est noyé, il y a deux qui sont restés dans l'eau. Une semaine après ce drame, les familles sont encore sous le choc. Elles ont du mal à exprimer la perte de 7 enfants, dont l'âge varie entre 12 et 14 ans. Les enfants ne vont plus aller jouer dans la lagune et prier. Ça, c'est fini. Ce dimanche a été la cérémonie du 7e jour du décès de ces enfants. Et pour l'occasion, le gouvernement était représenté. Miss Belmont Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, était aux côtés des familles pleurées pour apporter réconfort et soutenir l'État du Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise à chacune des 7 familles endeuillées. Le gouvernement s'est engagé à être encore plus proche des populations dans la perspective de construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes venus aujourd'hui pleurer nos enfants d'Aliodan, morts dans cette noyade. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son gouvernement à la tête, le Premier ministre Patrick Achi, ne sauraient rester indifférents. Donc nous sommes venus apporter notre soutien aux parents, leur dire Yako et leur dire que le gouvernement est à leur côté. La ministre Miss Belmont Dogo a également saisi l'occasion pour sensibiliser les parents sur la montée des eaux en cette période pluvieuse. Après Marcouri, c'est le pavillon Les Grands Brûlés du CHU de Cocody qui accueille la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Elle vient traduire en acte la solidarité gouvernementale à une famille victime d'incendie dans la ville de Boaké. 3 morts et un cas grave de brûlure ont été enregistrés dans cet incendie survenu la semaine dernière. L'incendie s'est déclaré. La famille a couru au portail pour pouvoir sortir. Il se trouve que, bizarrement, la clé avait disparu. Donc, ils ont essayé de forcer la porte. Forcé, les enfants étaient restés derrière. Miss Belmont Dogo a indiqué aux différentes familles visitées que son initiative s'inscrit dans la politique de la Côte d'Ivoire solidaire mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 2 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 2 mai 2021 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 1852 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 62 guéris et 1 décès. À la date du 2 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 46 150 cas confirmés, dont 45 644 personnes guéries, 287 décès et 219 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 598 706. Le 1er mai, 4 128 personnes ont été vaccinées, soit un total de 163 176 personnes vaccinées contre la Covid-19. Il était aux côtés de ces hommes pour la rupture collective du jeûne du mois de Ramadan. À la caserne d'Agban, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a communié avec les gendarmes. Des prières ont été formulées pour la stabilité et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On regarde le reportage d'Abou Sanogo. Caserne de gendarmerie d'Agban. Ambiance bon enfant pour une rupture collective de jeûne. Invité spécial, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Une rupture collective de jeunes qui réunit les différentes unités de la gendarmerie nationale. Véritable moment de partage, de solidarité et de cohésion pour renforcer davantage les liens entre les gendarmes et leurs tutelles et avec les frères des autres communautés religieuses. Ce que nous avons de plus cher, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que nous mettions la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Et ceci ne peut se faire que dans la paix, la cohésion, l'entente, la fraternité. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est félicité de l'initiative. Un acte de piété à encourager selon lui. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, votre première entrée ici, dans ce camp mythique de l'institution qu'est la gendarmerie nationale, vous a conduit directement à la mosquée. Je voudrais dire merci à Dieu
et lui dire que nous lui faisons confiance, lui Dieu Tout-Puissant, lui qui a induit dans nos esprits que la paix et le bon comportement sont de très bonnes choses et que chacun doit s'ingénier pour que ces choses-là soient, afin que nos États puissent vivre dans de bonnes conditions, que nos populations soient en paix. Après la rupture collective de jeunes, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a participé à la prière de Isha, ou la prière de 19h avec ses hommes. Rupture collective également pour l'UJCOMSI. L'Union nationale des journalistes communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire a réuni ses membres pour la 3e fois. Journalistes communicateurs musulmans face aux fake news, c'est le thème qui a été abordé. La rencontre a été mise à profit pour célébrer la solidarité et l'esprit de fraternité entre les membres de cette union. Mamadou Kouassi pour le compte-rendu. Après une édition ratée due à la Covid-19, les journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire renouent avec la traditionnelle rupture collective des jeunes musulmans. Et pour cette 3e édition, tout a été mis en œuvre pour faire de cette rencontre de solidarité un moment convivial. Cette année, l'Union des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire, UJCOMSI, a porté son choix sur le thème « Journalistes et communicateurs musulmans face aux fake news ». Occasion pour le conférencier de situer les journalistes musulmans sur leurs responsabilités dans le traitement de l'information. Il est demandé aux journalistes musulmans, porteurs d'une éthique de la bienfaisance, d'avoir du recul, de ne pas être dans le buzz, de ne pas être dans l'instantanéité. Quand on reçoit une information, on doit avoir du recul, faire suffisamment de recoupage, vérifier. Et après avoir vérifié, faire un traitement objectif pour pouvoir diffuser l'information. La rupture collective à l'UJCOMSI, c'est aussi la mobilisation de fonds pour des actions sociales à l'endroit des démunis. La rupture collective est un prétexte pour nous en réalité pour faire un pas social au nom des journalistes envers les familles les plus défavorisées à cette fin de Ramadan pour qu'ils puissent passer dans la fête dans de bonnes conditions. Aux côtés des journalistes, plusieurs cadres musulmans et des imams, tous venus saluer cet esprit de solidarité, sans toutefois marquer leur adhésion à l'engagement des journalistes musulmans à œuvrer pour des informations vraies et justes. Le ministre de la Communication, patron de l'événement, s'est réjoui de l'initiative de l'UJCOMSI d'être un vecteur de paix et de cohésion dans le milieu des médias en Côte d'Ivoire. Ce monde dominé par les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont démocratisé la communication, mais vous devez pouvoir trouver votre voix dans tout ce foisonnement de perception. Et votre voix, elle prend son socle dans notre religion, qui est l'islam, qui est une religion de vérité. Vous devez pouvoir contribuer à la cohésion de la société ivoirienne. La rupture collective à l'UJCOMSI a été également l'occasion pour les journalistes musulmans de prier pour la paix, mais surtout pour le repos des âmes des différents présidents du COSIM, ainsi que des 2 derniers premiers ministres. Et on continue à parler du mois de Ramadan avec les fidèles musulmans de la grande mosquée d'Adjien aux 2 plateaux qui ont été conviés à partager un iftar, un repas marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, une initiative des acteurs du milieu de la mode et du mannequinat. 4 personnalités qui se distinguent à travers des œuvres sociales ont été récompensées. Didier Nguesson. Vous avez notre bénédiction, vous avez notre soutien. Une prière et des bénédictions de l'imam principal de la mosquée d'Adjien de Plateau, Aboubakar Koulibaly, et la cérémonie de rupture de jeûne peut commencer. Le 5 mois de Ramadan est l'occasion toute trouvée par Fatim Sidimé de partager un repas avec la communauté musulmane, les artistes et les stylistes. Fatim Sidimé et les guides religieux ont médité et invoqué Allah pour ce moment de communion fraternelle. Nous ne pouvons que remercier notre fille, apprécier sa démarche vers les autres et c'est ce que nous souhaitons dans la société ivoirienne. Il est très important de partager les valeurs de l'islam. J'ai voulu en fait, le temps d'une soirée, inviter tous nos collaborateurs, nos amis, nos familles du monde artistique, des arts, de la culture, de la mode, du mannequinat, les inviter à dîner ensemble, à partager nos valeurs.
Cet esprit de partage se retrouve au quotidien chez des âmes charitables que l'organisatrice met en lumière. Yao Kwasi Javigno, Ibrahim Magassa, Hassan Hayek et la ministre Kandia Kamara sont récompensés. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir et surtout ça va servir. On va essayer de rapidement faire en sorte que cet argent puisse sauver aussi 2 ou 3 personnes qui doivent être opérées. C'est une grande dame pleine d'humilité qui pose ses actions sociales vraiment dans la grande discrétion. D'ailleurs, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande. Plusieurs vivres ont été remis à la communauté musulmane. Et dans 3 ans, presque, la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry va célébrer son 50e. Mais avant la tenue de cet événement majeur, le conseil pastoral initie une série d'activités préparatoires. Il a célébré ce dimanche la fête patronale de la paroisse, une célébration au cours de laquelle le curé a invité les fidèles chrétiens à s'unir dans leur diversité ethnique et culturelle pour faire avancer l'œuvre du Christ. Le compte-rendu de Michel Digré. Encore 3 ans, et ce sera le 50e de cette paroisse, au cœur d'un quartier paisible. Bientôt 50 ans que la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry accueille des milliers de chrétiens catholiques ivoiriens comme étrangers pour l'adoration divine. La fête patronale qui marque le lancement des activités préparatoires de ces noces d'or a été une occasion d'appeler toutes les communautés qui fréquentent cette paroisse à s'intégrer pleinement dans la vie de l'Église. Ils viennent avec leurs angoisses, leurs peurs, mais surtout avec leur richesse, la richesse de leur culture. Il ne faudrait pas qu'ils viennent et qu'ils restent dans leur coin, alors que l'Église est appelée à rassembler dans la diversité de nos cultures tous ceux qui croient en Dieu. Aux côtés des paroissiens qui abordent cette marche vers le 50e, la ministre Anne-Désirée Oloto. Je suis venu partager ce grand moment de fraternité, de communion, grand moment d'espérance également, et naturellement soutenir les paroissiens de Notre-Dame d'Afrique. Cela m'a permis également de me ressourcer, donc au pied de la mère, la reine du ciel, notre maman à tous, pour reprendre des forces afin de continuer la noble mission que le Seigneur a bien voulu me confier auprès du président de la République. Le conseil pastoral entend rénover toutes les infrastructures de la paroisse, y compris la grotte, avant ce 50e qui aura lieu dans le mois marial de mai 2024. Et sur un tout autre plan, la Maison de la Presse d'Abidjan a procédé mercredi dernier au lancement officiel de ses activités au titre de l'année 2021. Il s'agira cette année de promouvoir le professionnalisme dans le traitement des informations. Cette année, le budget d'activité s'établit à plus de 100 millions de francs CFA. Ahmed Traoré a structuré pour le commentaire. La grande conférence de rédaction, le café de l'actualité, la tribune diplomatique, le salon des médias, le magazine de la Maison de la Presse. 5 grands axes qui meubleront les activités de la Maison de la Presse cette année 2021. Objectif, promouvoir le professionnalisme dans le traitement des informations et des actions de développement. Le coût de réalisation de ce projet s'élève à 122 500 000 francs CFA. La Maison de la Presse fait partie des organes institutionnels de l'UNJCI. Ce matin, vous avez assisté au lancement officiel de ces activités. Lancement officiel parce que cela ne veut pas dire que c'est maintenant qu'elle est en train de travailler. Parce qu'avant cela, elle travaille déjà. Elle a déjà organisé des activités telles que le café de l'actualité. Donc aujourd'hui, c'est une manière de marquer le coup, expliquer qu'il y a, par exemple, beaucoup de choses qui se font ici à la Maison de la Presse. Mamadou Diomandé, parrain de la cérémonie, explique les raisons qui l'ont poussé à joindre son image à cette activité. La presse fait un travail colossal, un travail de régulation, un travail d'apaisement, mais aussi un travail de promotion de notre économie. Donc c'est autant de choses qui rejoignent un peu nos centres d'intérêt. Nous avons estimé que nous pourrions les accompagner parce qu'il y a une certaine convergence de vues. Nous allons essayer de voir tout au long de l'année quelle pourrait être notre contribution intellectuelle et matérielle à la réalisation de ce programme. Et je pense qu'au bout de l'année, on pourra en faire un bilan. Cette rencontre s'est terminée par une visite guidée de la Maison de la Presse, principalement à la bibliothèque où l'on dénombre 1023 livres. Pour rappel, cette bibliothèque est ouverte à tous les journalistes qui désirent y effectuer des recherches.
La route continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire et les acteurs du secteur sont en alerte. À Yamoussoukro, le haut patronat des entreprises de transport routier a rencontré l'ensemble des délégués de l'intérieur du pays. En toile de fond, il s'agit d'inverser la tendance. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. 78 accidents qui ont occasionné 126 décès et 244 blessés. C'est le bilan du mois d'avril 2021 donné par le Conseil national de sécurité. Un tableau sombre qui amène le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire à prendre le taureau par les cornes. Une rencontre de vérité est initiée à Yamoussoukro. Ils sont venus de l'intérieur du pays, ces délégués du secteur transport, pour écouter leurs premiers responsables. Route renouvelée, parc auto renouvelé, facilité de la délivrance des documents administratifs, les efforts du gouvernement doivent amener le conducteur à un peu plus de vigilance au volant. Il n'est pas normal que sur des belles routes comme celles que nous avons en Côte d'Ivoire, qui ont été construites par le président Labé et le gouvernement pour faciliter le déplacement des populations, pour faciliter la tâche aux transporteurs eux-mêmes, il n'est pas normal que ces routes deviennent des endroits où les populations doivent mourir. Conscients donc de cet état de fait, nous avons décidé de nous lancer dans la bataille de la sensibilisation, dans la bataille qui va mener vers la maîtrise de la question des accidents sur nos routes. Des délégués qui ont bien perçu le message à délivrer. Quand on parle de l'indiscipline des chauffeurs, des apprentis, c'est l'alcool qui les rend indisciplinés. Et donc on a même demandé au DG du Haut Conseil pour qu'il nous responsabilise en plus, parce qu'un policier peut venir à la gare tourner, il ne sait pas qui est qui. Mais nous qui sommes à la gare, on sait celui-là qui est là, c'est du mal il fait à la gare. Après l'intérieur du pays, Ibrahim Diaby va s'attaquer au Grand Abidjan. Le message est clair. Les transporteurs ont une part de responsabilité dans tous ces accidents meurtriers. Et il faut que cela s'arrête. Et on en vient à présent au dossier de cette édition. Le défi du désenclavement reste à relever pour 3 villages du département d'Abengourou, des zones de grosse production cacaoyère. À cause du mauvais état de la route, des villages de Ngrakon, Agninikro et Amiankwasikro sombrent dans un enclavement qui contrarie leur développement. On regarde le constat de Jeanne Toubé. À la sortie d'Agnasoué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Abengourou, le village d'Etienkrou, presque tous les véhicules de transport en direction de la cité royale Ndénian y font escale. Etienkrou est en réalité le lieu de transit à partir duquel on peut se rendre dans 4 gros villages de la sous-préfecture d'Agnasoué. Ce sont Ngrakon, Asakro, Ayinikro et Miankwasikro qui forment ensemble l'un des greniers de la région de l'Indénieux-Guablin. La moto reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre dans l'un de ces 4 villages sur une route dont se plaignent tous les usagers. C'est difficile pour nous. Nos moments aussi vraiment un peu à tout moment pour dire non, que la route n'est pas bonne. Donc on a des barrages aussi, on peut pas aller, la moto peut pas prendre aussi aller un coup. Dans cette partie de la région de l'Indénieux-Guablin, le tronçon Etienkrou, Miankwasikro passant par Ngrakon, Aswakro et Ayinikro en son état actuel, contrarie les efforts du conseil régional qui y a effectué des travaux. Principale cause de cette contrariété, la pluie qui passe pour l'ennemi juré des routes reprofilées. Aujourd'hui, rares sont les véhicules de transport qui osent emprunter ce tronçon. Du coup, à la gare d'Etienkrou, les voyageurs doivent s'armer de patience et prier qu'un chauffeur impétueux accepte de les conduire à leur destination respective. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas autre voiture même qui peut partir, c'est pas les tiers là. Quand la pluie commence, quand même, ne peut pas sauter à Etienkrou. On met les gens au dos, traverser l'eau là, prendre moto, venir sur Etienkrou. Les malades, c'est grave. Femmes enceintes, c'est grave. L'axe Etienkrou-Miankwasikro est long de 27 km. Les transporteurs ont beau jeu d'adapter leurs véhicules à l'état de la route, la même galère. C'est selon eux 2h30 à 3h, le véritable parcours du combattant est effectué pour arriver à destination. 4 à 5 heures en temps de pluie, nous confie-t-il. Aux entrées et sorties des villages, les accotements sont devenus des crevasses. Difficile d'aller au-delà de la première sur cette route. En nombreux endroits, il est impossible d'effectuer un dépassement au risque de se faire aveugler par la poussière. Cette route, qui présente de nombreuses côtes et des points critiques non traités ou défaillants, est redoutée de ses usagers. Exemple à ce pont, sans garde-fou, sur la rivière Beki.
à l'entrée d'un Ngrakon qui se dégrade silencieusement sous le poids de motos et véhicules. Au plus loin, à la sortie du village, ce pont de fortune croulant que l'on traverse toujours, le cœur serré, et qui doit sa survie à l'ingéniosité des populations. Une fois, on venait, et puis nous sommes venus trouver que le pont est totalement détruit. Alors, séance tenante, on a appelé le chef de l'Angrakon. Il a fait venir un scieur. Ils ont battu un arbre devant nous. Ils ont scié le bois et les passagers, tous ensemble, on a tiré le bois pour mettre sur le pont avant de pouvoir passer. Nous avons perdu une femme ici à côté de l'état de la route. Elle était enceinte, elle était à terme, elle devait accoucher. Elle était à moto. Jusqu'à ce qu'on se débrouille pour arriver à Niensue, elle est décédée en route. À Ngrakon, les populations sont encore marquées par ce drame. À toutes les visites des fils et cadres aux chefs de leurs villages respectifs, ces derniers ne cessent de rappeler les circonstances et les conditions dans lesquelles la route a fini par être objet de leurs larmes hier et aujourd'hui encore objet de leurs alarmes. Encore sous le choc, les anciens, les jeunes et les femmes s'accordent pour dire que les manques et les besoins ressassés dans leur village ne peuvent être comblés qu'avec la réhabilitation de la route. Ils entrevoient le désenclavement de leur village comme facteur de progrès et de développement. En cette période de sécheresse, nous n'avons pas d'eau parce que les pompes sont insuffisantes dans les villages. En plus, nous avons besoin que le village bénéficie de l'extension de l'électricité, d'une école et d'un centre de santé. Un groupe électrogène qui est déposé par le conseil régional. Grâce à lui, nous avons les lumières, les lampadaires dans le village, mais dans les cours, il n'y a pas de lumière. Nous avons appris qu'il y a un projet qui est venu, qui doit alimenter et électrifier tous les villages. Le chef de village et toute la notabilité d'Amian Kwasiko entretiennent avec les fils, cadres et populations de ce village, d'environ 10 000 âmes, l'espoir de passer des lampes solaires et lampes à batterie aux ampoules électriques dans les habitations. La réhabilitation de la route jusqu'à Etienko reste le vœu le plus ardent de ce village. Les voisins Brekoum et Apuesso dans la sous-préfecture de Zaranou ont obtenu le reprofilage de la voie qui les relie, grâce au conseil Café Cacao, au bonheur des producteurs de ces deux localités. Pour les producteurs des localités de Ngrakon, Ainikro, Asakro et Miankwasiko en revanche, il faut encore gérer les mêmes problèmes liés au mauvais état des routes, le temps que durera cette campagne Café Cacao. Le conseil général et le conseil Café Cacao, ils n'ont qu'à passer à la voie Etienko à Miankwasiko. C'est dur et c'est plus que pénible. Et chaque année, ça s'empire. On est obligé de faire le grand tour, tout en passant par Bengourou, à Poisson, avant de revenir à Sakro. On poursuit tous les plans. Ce que je peux dire à cette population, c'est que nous travaillons pour elle. Le temps que le gouvernement prenne des dispositions pour remettre cette voie en état. Voilà, on a besoin de ponts sur la rivière Beki et un pont qui soit bien fait. Et puis il y a encore un pont après Ngrakon qu'il faut aussi bien faire. Et si ces deux ponts-là sont faits, je pense que l'économie gagnera. Etienko, Ngrakon, Ainikro, Asokro et Amian Kwasiko lancent un SOS pour le désenclavement. La voie vers le développement et le progrès. Si ces villages attendent avant tout l'intervention de l'État, ils font toutefois un clin d'œil au Conseil régional de l'Indonésie et au Conseil Café Cacao pour le poids qu'ils représentent à eux 5 en termes de production de café et de cacao dans cette région. C'est la commercialisation du café cacao avec pour corollaire la réduction drastique du pouvoir d'achat des producteurs dans cette partie de l'Indonésie qui fournit plus de 60% de la production régionale qui risque de prendre un terrible coup en cette campagne 2021, objet de toutes les attentions.
Un dossier de Jeanne Toubé à revoir sur RTI 1, spécialiste technique sur les questions d'emploi vert et de transition juste vers la durabilité environnementale au Bureau international du travail. Bourima Faistal était ce dimanche l'invité du magazine de RTI 1. Avec Herman Guivet, il s'est penché sur le projet de l'action climatique pour l'emploi lancé le 22 avril dernier. À la question de savoir quel est le bénéfice de ce projet de la Côte d'Ivoire, voici sa réponse. Cette initiative elle est pertinente pour la Côte d'Ivoire en ce sens que la Côte d'Ivoire fait partie déjà des pays africains à l'instar du Ghana, du Sénégal qui ont déjà développé une stratégie nationale de promotion des emplois verts. Cette initiative, ça permettra à la Côte d'Ivoire d'aller aux prochaines étapes qui consisteraient à développer les capacités des experts nationaux sur ces questions d'analyse dont j'évoquais. Il était prévu, et dans le cadre de ce programme, il y a un projet spécifique qui s'appelle la dimension sociale de la transition écologique qui couvre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Et dans le cadre de ce projet, une plateforme de formation sur cette expertise-là sera créée et hébergée ici en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui n'existe pas en Afrique francophone. Effectivement, oui. Donc la Côte d'Ivoire va héberger cette plateforme qui permettrait non seulement aux experts ivoiriens, mais aussi aux experts de tous les autres pays francophones de venir se former sur ces questions d'analyse quantitative, de modélisation des impacts socio-économiques et des impacts en termes d'emploi de l'action climatique. Cette transition est une vraie opportunité pour la Côte d'Ivoire en termes de création d'emplois. Et on continue à parler d'environnement. Le 5 juin prochain, Abidjan va abriter la nuit de l'écologie africaine. Pour les acteurs du domaine, il sera question d'encourager les actions en matière de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Une conférence pour annoncer l'événement s'est déroulée à Abidjan. C'était au siège de l'UNESCO. Le compte-rendu de Michel Mambo. La nuit des awards de l'écologie africaine. Une soirée de distinction pour encourager les initiatives en matière de préservation de l'environnement. L'événement se prépare, ce sera le 5 juin prochain et cette première édition fera la part belle à l'innovation. Les critères vont tourner autour de la performance environnementale de la réalisation, le caractère innovant de la réalisation, ça veut dire l'originalité, le caractère exemplaire de la réalisation, la capacité à générer de l'emploi. Le message fort que nous voulons lancer à l'ensemble de nos dirigeants et à l'ensemble des populations, c'est de montrer et de faire comprendre aux Africains que nous avons des initiatives. Nous avons de l'intelligence en Afrique capable de nous envoyer à la transition écologique. Changement climatique, réduction de la biodiversité, diminution des ressources naturelles, les défis liés à notre environnement sont énormes. L'UNESCO salue donc l'initiative et l'institution entend accompagner cette action qui s'inscrit dans la dynamique de la transition écologique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable prendra également une part active dans la réussite de l'événement, car la nuit des awards de l'écologie apparaît comme une opportunité d'échange pour promouvoir les bonnes pratiques écologiques. Place à présent au tour du monde de l'actualité de la semaine qui se referme. C'est une sélection signée Abou Sanogo. Au Burkina Faso, 3 Européens ont été capturés et exécutés. Ils étaient portés disparus après une attaque lundi dans l'est du pays entre commandos armés et une patrouille anti-braconnage composée de militaires et de gardes forestiers burkinabés, de formateurs et de journalistes occidentaux. Ils travaillaient pour un documentaire pour dénoncer le braconnage dans un parc naturel. Des rebelles de Birmanie se sont emparés d'une base militaire près de la frontière thaïlandaise. Les populations craignent des affrontements avec l'armée. Depuis le putsch du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi, les tensions entre les militaires et certains des nombreux groupes ethniques armés du pays se sont amplifiées. Les affrontements ont repris dans le nord Kanem entre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad et l'armée qui a juré de les anéantir après la mort du président Idriss Déby Itno. Face à face, une colonne rebelle qui avait trouvé refuge au Niger
contre des unités alors que l'armée tchadienne a envoyé de nombreux renforts. L'objectif de l'armée tchadienne est de prendre en tenaille les rebelles du FACT qui avaient fui au Niger voisin au plus fort des combats de la semaine dernière et qui ont été chassés par l'armée nigérienne de ce pays. 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a tracé son cap pour le meilleur et pour le pire. Réhabiliter l'État fédéral pour rattraper les retards accumulés par les États-Unis en matière d'infrastructure, de santé ou d'éducation. Restaurer, suffisant la classe moyenne, première bénéficiaire des milliards de dollars prévus par ces grands projets pour finalement refonder la confiance dans les vertus et mérites de la démocratie américaine à l'intérieur comme au-delà de ses frontières. Les 7 religieux catholiques enlevés en Haïti le 11 avril dernier ont été libérés. Ils sont en bonne santé selon l'Institut missionnaire dans un communiqué. 10 personnes au total avaient été kidnappées près du Port-au-Prince alors qu'elles se rendaient à l'installation d'un nouveau curé. Les ravisseurs réclamaient $1 million de rançon. Le communiqué de l'Institut missionnaire ne précise pas si la rançon avait été versée. Son discours était attendu de pied ferme. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, s'est exprimé devant le Parlement ce samedi 1er mai dans un contexte de haute tension. Il a renoncé à l'extension de son mandat et a appelé à la reprise des pourparlers. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans certaines localités en conflit. Depuis une semaine, la petite localité de Bouguera a vu arriver plus de 4000 déplacés Banyamulenge descendus des hauts plateaux. La MONUSCO s'est aujourd'hui déployée à Kaololo, la zone d'où proviennent ces déplacés Banyamulenge. Mais ces derniers disent avoir été chassés par les autres communautés, attaqués partout où ils cherchent refuge. Avant de vous dire au revoir et à titre de rappel, demain lundi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. À la RTI, c'est le stade de la haute fréquence qui accueillera l'événement. L'information comme bien public, c'est le thème général de l'édition 2021. Et ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI 1.